François Jacq, administrateur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Oh, il est super votre titre. Quoi, le titre de l'organisme? Ah bah ouais, ça fait quand même vachement bien, quoi. Voilà. Il faut le faire. Alors, les lettres EA et l'acronyme CEA désignent l'énergie atomique, si je comprends bien, et les énergies alternatives. Comment est-ce qu'il s'est métamorphosé, ce paysage énergétique? Je crois qu'au départ, on est parti, alors à la fois l'organisme et la politique énergétique. On est parti du fait que l'atome était une solution à un certain nombre de sujets. Bon. Et puis on s'est rendu compte, je crois, au fil du temps, que ça ne pouvait pas être la solution unique. Ça a d'ailleurs été bien redémontré par RTE, le réseau de transport d'électricité récemment. C'est-à-dire que si vous regardez comment on se décarbone en 2050, de quoi on a besoin pour se décarboner en 2050, on va avoir besoin, j'allais dire, de toutes les formes d'énergie. Et d'une combinaison de toutes les formes d'énergie. C'est-à-dire que l'atome n'y suffira pas, les énergies renouvelables n'y suffiront pas, et il faudra que toutes ces énergies fonctionnent ensemble. Alors ça, c'est une première chose. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on a besoin des diverses formes d'énergie, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de les brancher les unes sur les autres, il faut qu'on soit capable d'avoir du stockage, il faut qu'on soit capable de piloter les réseaux, et il faut qu'on soit capable de trouver de nouvelles manières de penser les politiques énergétiques. Et c'est pour ça que quand ils ont changé le nom du CEA il y a quelques années, je crois que c'était précurseur, et ce qu'on a essayé de faire ces dernières années, c'était de traduire ça très concrètement dans une feuille de route où travaillent ensemble des gens qui s'occupent de nucléaire, des gens qui s'occupent de batteries, des gens qui s'occupent de photovoltaïque, des gens qui s'occupent d'hydrogène, parce que c'est ça l'avenir de l'énergie de demain. Alors, ça a l'air très technique, mais si je comprends bien, 80% de la production des semi-conducteurs aujourd'hui qui se trouve en Asie, quelles actions mène le CEA pour réduire cette dépendance et finalement la rapatrier, Alors, on a commencé ça il y a maintenant, parce que toutes les choses de rupture, parfois ça demande un peu de patience, quoi, hein, parce que ça ne rapporte pas tout de suite, et c'est d'ailleurs un peu la difficulté. Donc, quand on a commencé ça il y a une 15-20 ans, c'était l'idée de bénéficier de nos compétences sur les matériaux pour essayer de trouver des voies innovantes sur la microélectronique. Et c'est ce qu'ils ont fait en essayant de comprendre comment certains matériaux, qui ne soient pas le silicium classique, permettraient éventuellement de faire des puces nouvelles, moins consommatrices en énergie et plus facilement réalisables. C'est ce que dans le jargon on appelle du FDSOI. Alors ça a l'air technique comme ça, mais concrètement, il y a une spin-off du CEA qui est Soitec, qui maintenant vaut plusieurs milliards en bourse et qui est le fruit des recherches qu'on a fait à ce moment-là. C'est aussi ça qui est au cœur de la stratégie européenne du CHIPS Act, où on va essayer de reconquérir une indépendance comme ça. Et c'est pas un coup, hein, on a lancé ça et maintenant c'est un travail permanent avec l'industriel, avec les industriels, pour continuer la course en avant. Il y a peut-être aussi la conjoncture qui vous aide, parce qu'on est en pénurie de puces. Alors, la conjoncture nous aide au sens où le Covid, l'Ukraine, la guerre, et tout ça a montré que, j'allais dire, la globalisation, la mondialisation, où on avait tout pour rien et où on dépendait les uns des autres, avait ses limites. Une bulle. Et qu'il fallait probablement sécuriser un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, un organisme qui a un peu dans ses gènes, dans son existence, dans sa raison d'être, la souveraineté, l'idée d'une maîtrise, d'une autonomie. Autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, mais en tout cas de maîtriser un certain nombre de choses, tout d'un coup, des choses qui paraissaient peut-être un peu démodées, un peu old-fashioned, redeviennent, si ce n'est à la mode, du moins d'actualité très pertinente pour résoudre les problèmes. Le CEA a 75 ans, quel est, vous, personnellement, on va dire, l'invention technologique qui vous a le plus marqué? Ça, c'est vraiment une question. C'est une question compliquée et puis c'est toujours difficile de vouloir en choisir une. Alors, je vais faire volontairement un pas de côté parce que aussi pour transformer l'image que les gens ont du CEA. Je pourrais vous citer tous les réacteurs, tout ce qu'on a fait sur le nucléaire, tout ce qu'on a fait, le fait que le retraitement du combustible, tout ça, c'est le CEA. Je vais prendre un autre point. Le premier test. Et vous venez de les citer. Le premier test pour détecter la fièvre Ebola, ouais. C'est le CEA. Oh. Si. Et bien ça, je ne savais pas. Voilà. Et on en est très fiers aussi. Voilà. Et donc voilà, le CEA c'est la santé. Le CEA ça a aussi été les gens qui ont été pionniers sur la vache folle. Quand vous voyez le James Webb Télescope et que vous voyez les images, c'est un imageur qui est fait par les équipes du CEA. Donc si vous voulez, ça c'est un combat que je mène pour faire comprendre l'intérêt d'avoir un organisme comme le CEA qui est très centré sur le monde économique, sur l'industrie, sur le transfert, et avec cette palette large autour de énergie, climat, numérique et santé.
Donc c'est les 3 piliers finalement sur lesquels vous vous développez. Ce sont les 3 piliers, absolument. Excellent. Bah, écoutez, j'en ai appris des choses. Merci beaucoup François Jacq, administrateur du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.